Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Alors, je sais que il y a peut-être des problèmes de connexion parce qu'en fait, je vous parle du futur. Oui, bah Voilà. oui, la technologie. En fait, j'ai réussi pendant la dernière intervention, vu que les intervenants prennent un peu de temps. Moi, j'ai eu le temps d'aller en 2035. Donc voilà, je suis en 2035 et d'ailleurs j'ai retrouvé des intervenants avec qui on a parlé tout à l'heure, Virginie, que je représenterai tout à l'heure. Mais voilà, je suis en train d'animer la première table ronde du futur. Alors oui, c'est surprenant, je sais. Je me suis transportée en 10 minutes et j'ai eu le temps de faire un tour et de rendre visite à des amis. Et je peux vous dire que beaucoup de choses ont changé. Alors les intervenants, pas trop, ils n'ont pas pris une ride. Ça, je suis assez impressionnée. Mais sinon, la France, le paysage de la France a énormément changé. En venant dans ma capsule pour aller sur le futur, dans le futur, j'ai emprunté en fait une départementale que je connais très bien parce que je la prenais il y a encore 10 ans, en 2025. Et en fait, à l'époque, elle était saturée de voitures. Et là, c'était plutôt ambiance totalement différente, genre des cars express de partout. Monsieur Durovray serait ravi de voir ça. Des lignes de covoiturage qui relient des villages en toute fluidité. Bon, moi, ma famille vient de l'Indre, donc je pense que ma famille est très heureuse. D'ailleurs, j'irai les voir tout à l'heure. C'est un petit peu comme si c'était des centres urbains, comme Paris et Lyon, sauf qu'on est en pleine campagne. Les passagers, ils prennent un vélo. Après, ils se rendent à la gare, d'après ce que j'ai vu. Et puis après, ils vont prendre un bus selon leur destination. Enfin, voilà. Et tout ça sans avoir besoin de réserver quoi que ce soit. Donc, j'ai pas vu énormément de personnes, d'ailleurs, sur l'écran. Ça, c'est étonnant. Les petites routes de campagne qui servaient surtout au trajet solidaire à l'époque, elles sont devenues des véritables petits corridors de mobilité partagée. Alors oui, apparemment, j'ai entendu dire, en voyant tout ça, que les applications de rencontres n'ont plus aucun succès parce que les rencontres, du coup, se font en voiture, en covoiturage, avec des véhicules optimisés, roulant moins souvent, mais bien plus efficacement. Alors, ce système multimodal pour les territoires périurbains et ruraux dont on parlait encore il y a 10 ans, il y a longtemps, enfin, chez vous, là tout de suite, combinant train, car, covoiturage et vélo, c'est un véritable chef-d'œuvre en fait. Moi, j'avoue, j'ai pas croisé une voiture solo. Tous les transports que je croise sont remplis, et que ce soit les bus, les trains, les voitures. Et surtout, il y a beaucoup moins de voitures qu'en 2025. Donc, la question du jour, et en plus je suis accompagnée pour cette table ronde, c'est de savoir comment tout ça a pu se concrétiser pendant ces 10 longues dernières années. Et pour répondre à cette question, je suis entourée de mes 4 invités qui ne vieillissent pas. Virginie Bouteuil qui est avec moi, donc toujours chercheuse, comme à l'époque, en socio-économie de la mobilité, directrice adjointe du laboratoire. Alors oui, elle aimait vraiment travailler là-bas, donc elle est toujours directrice adjointe du laboratoire Ville Mobilité Transport. On a aussi Rodolphe Gins qui est directeur général de la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités. Je suis aussi avec Thierry Daillard, qui est ancien président du directoire de la Société du Grand Paris et expert du financement des infrastructures. Et aussi avec moi, Mathieu Vieira, qui est conseiller métropolitain de Lyon, membre de la commission déplacement et voirie et membre du conseil d'administration de Citral. Donc ensemble, merci d'être avec moi aujourd'hui, merci de m'accueillir depuis 2025 du passé. Nous allons explorer comment une gestion plus stratégique du développement des infrastructures, plus une gouvernance adaptée et des mécanismes de financement appropriés ont permis en fait de rendre possible tout ça et de rendre possible un système de mobilité sobre dans la France qui conduit. Alors pour commencer cette table, j'aimerais parler des infrastructures et Rodolphe, ma première question s'adresse à vous. Pour permettre à tout le monde de bien se déplacer, comment a-t-on réussi à construire des services de mobilité qui permettent aux gens de lâcher le volant? Qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années? Ce qui s'est passé, c'est un changement de regard sur nos infrastructures. François Durovray l'a dit tout à l'heure, l'infrastructure, ce n'est pas uniquement une prouesse technique d'ingénieur, un ruban de bitume dans nos territoires, c'est devenu un support de mobilité. On a été un peu aiguillés par les financiers qui nous ont rappelé que c'était le plus grand actif des Français, plus de 200 milliards d'euros. C'est l'un des plus gros actifs
des Français. Et les financiers nous ont dit, il faut que vous le fassiez tourner un peu plus, il faut que vous le partagiez un peu plus, il faut que vous inventiez, vous innoviez, et c'est très précisément ce qui a été commencé il y a 10 ans, des cars express, des lignes de covoiturage, et puis progressivement des navettes autonomes, puis nos réflexes, nos habitudes ont changé. Nous avons désappris à posséder la voiture, nous avons appris à la partager, puisque le thème de la liberté est celui de notre soirée, nous avons appris l'égalité, tous nous sommes égaux, sans voiture, et la fraternité, puisque nous partageons tous les voitures qui arrivent au moment où elles arrivent. Voilà, donc c'est un changement de regard, plus seulement une infrastructure, mais une couche de base qui nous permet de faire des choses complètement nouvelles. Merci. Virginie, ce système de mobilité est donc plus sobre, plus efficace. Est-ce pour autant une perte de liberté de chacun ? Alors en fait, ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est qu'on est monté en compétence, alors collectivement, du point de vue de la puissance publique, des décideurs, et du point de vue individuel aussi. Ça nous a permis de sortir d'une opposition qui était un peu manichéenne entre voiture individuelle d'un côté et mode durable, donc transport collectif et modes actifs de l'autre. Et on a repeuplé l'écosystème de mobilité de tout un tas de modes intermédiaires, un peu hybrides, qui flexibilisent les transports collectifs capacitaires, qui mutualisent les transports individuels. Et c'est dans le choix nouveau qu'on a créé à cette occasion-là et qu'on a appris à organiser, à réguler par la même occasion, qu'on a retrouvé de la liberté à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. À l'échelle collective, on n'est plus prisonnier des tendances dans lesquelles on était en train de s'enferrer. Et à l'échelle individuelle, on a redonné du choix. On a enfin trouvé des applications au droit à la mobilité, qui est quand même un droit qu'on avait inscrit depuis des décennies dans le droit français. Et donc, on a dorénavant accès, dans tout un tas de circonstances, à des modes ouverts au public pour se déplacer dans des conditions acceptables de qualité, de prix, de coût pour la collectivité, parce qu'on a retrouvé de la diversité. Merci. Mathieu, j'ai une question pour vous, je suis assez curieuse. Comment les collectivités locales, elles se sont saisies de l'élargissement du domaine des transports collectifs à la route, donc hors centre-ville évidemment, pour permettre aux citoyens qui n'habitent pas en centre-ville de ne pas être assignés au volant ? C'est un enjeu décisif en fait, parce que Citral Mobilité, par exemple, c'est l'établissement public sur l'ensemble des territoires lyonnais. Donc c'est beaucoup plus large que la métropole de Lyon en elle-même, qui est un territoire plutôt urbain. On a des petits villages qui sont vraiment situés à plus d'1h30 de route du centre-ville de Lyon. Et donc, on avait ce besoin-là, en fait, que les personnes qui sont dans ces lieux puissent venir aussi dans l'agglomération avec un autre outil que la voiture solo. Puisqu'on a beaucoup parlé, je crois, du 1,6 passagers. Sur le domicile travail, il est encore plus faible, il est plus proche de 1,1. Donc c'était un enjeu décisif en fait pour les agglomérations qui étaient confrontées à des problématiques de congestion énormes, mais aussi des problématiques du coup de santé publique. Donc il a fallu qu'on réinvente complètement ça. Alors les collectivités, elles ont eu un rôle primordial. On a évidemment eu la question avec la loi SERM du RER métropolitain. On a eu les cars aussi, la massification des cars. Moi je me souviens quand on a lancé dès 2021 un véritable choc d'offres dans des petites communes. On a des petites communes de Citral Mobilité, je pense à Chazelles, Saint-Martin-en-Haut, c'est vraiment des noms qui vous disent probablement rien, qui ont 3500, 5000 habitants et qui ont été desservis en heure de pointe par des cars à une fréquence du quart d'heure. Donc c'est-à-dire que tous les quarts d'heure, il y avait des gens qui pouvaient prendre un car pour aller sur la métropole lyonnaise, rejoindre ensuite le réseau de transport collectif. Et puis on a doublé ça, effectivement. C'était un peu le schéma qui a été développé tout au long de votre soirée en 2025. C'est vraiment ce schéma en fait de le RER pour les gros corridors, ensuite le car express, et puis quand on affine vraiment, on va sur des lignes de covoiturage. Quelque part, c'est un peu comme un réseau hydrologique vraiment très capillaire où on a des petits ruisseaux qui se rejoignent, etc., etc. Et donc, pour le covoiturage, les collectivités, elles ont impulsé. Nous, en septembre 25, on avait lancé 7 lignes de covoiturage express autour de l'agglomération, en plus de la ligne Lane dont on a beaucoup parlé ce soir, qui fonctionne depuis 2018. Et ces lignes-là, en plus, on les a avantagées. C'est-à-dire, par exemple, qu'on a dit dès 2023, dans des parkings relais, au terminus de grandes infrastructures de transport, telles que le métro B à Saint-Genis-Laval, on a dit,
quand vous venez en covoiturage, vous avez un étage réservé pour votre parc relais pour venir. On a mis des voies réservées aussi sur de nombreux axes. Et donc les collectivités, vraiment, avec tous ces outils-là, aussi bien sur l'infrastructure qu'en aidant aussi au lancement de ces lignes-là, elles ont permis vraiment cette transformation complète de la mobilité. Merci. Alors, j'imagine que financer ce système multimodal a certainement été un défi majeur ces 10 dernières années. Avec le recul, Thierry, quels conseils donneriez-vous à ceux restés en 2025 qui nous regardent par la magie de la technologie pour réussir cette transition sans faire exploser les finances publiques? Quelles sont les différentes pistes qu'on peut explorer ensemble ce soir? Déjà, 2025, ça a été une année charnière, puisque pendant près de 10 ans, on s'est posé la question de où trouver des financements pour financer la mobilité. Alors, la mobilité, c'est plein de choses. C'est des infrastructures, parce que dans les secteurs denses, on est bien obligé d'avoir des solutions lourdes, massives. Le Grand Paris Express, qui a été, là nous sommes en 2035, ça fait déjà plusieurs années qu'il a été intégralement mis en service. Il faut des financements pour ça, mais il faut aussi des financements pour accompagner le fonctionnement de tous ces réseaux et le covoiturage a nécessité également des investissements nécessaires. Alors 2025, pourquoi je disais que c'est une année charnière? Parce qu'il y a eu les conférences des financements, et je salue Rodolphe, qui à l'époque était directeur général des transports au ministère, qui a brillamment orchestré cette conférence, où a été posée enfin une question majeure, c'est qu'est-ce qu'on fait à la fin des concessions d'autoroute? Parce qu'en 2025, on était à peine à 5-6 ans de la fin des premières concessions, et que imaginer qu'on allait rendre gratuit l'usage de la voiture semblait quand même assez paradoxal, alors qu'on voulait au contraire essayer de la limiter et puis de trouver des financements pour continuer à entretenir ce réseau. Et le travail qui a été fait à l'occasion de cette conférence a permis de bâtir tout un régime de financement, de maintenir finalement un niveau de contribution des usagers de la route à ce qu'il était avant, sans l'augmenter bien entendu, et de pouvoir, en s'appuyant sur les collectivités locales, qui ont été là aussi, je crois, le deuxième geste le plus important et disruptif pour avancer dans cette démarche-là, pour faire en sorte que ce chantier puisse avancer non pas sous le seul égide de l'État, mais avancer par l'ensemble des autorités, notamment les autorités organisatrices des mobilités que sont les régions et les métropoles. Alors il y a eu plein de choses qui sont passées en 10 ans. Je ne vais pas revenir sur cette publicité en 2026 qui voulait refaire celle de 43 en disant si vous conduisez tout seul dans votre voiture, vous conduisez pour Poutine. Ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur l'usage de la route et de le covoiturage par les usagers, il faut bien le reconnaître. Non, ce qui a eu un usage et un effet important, c'est le fait que les régions, les métropoles, ont commencé à dire, écoutez, nous, si vous changez votre voiture thermique en voiture électrique, on est prêt à vous aider à l'acheter. Mais par contre, il faudra mettre à disposition les 3 ou 4 places que vous n'utilisez pas quand vous la conduisez au service de la communauté via une offre. COV était la première entreprise à avoir développé, mais depuis bien d'autres ont développé le même type de service. Donc effectivement, il y a 10 ans, nous étions à l'aube d'une évolution majeure et COV, avec sa solution, a donné l'exemple et a pu générer bien d'autres initiatives comparables dans d'autres territoires. Merci. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette fameuse conférence des financements du système de transport, Rodolphe, pourquoi ça a vraiment été un tournant et pourquoi c'était important ce moment-là? Ça a été un tournant d'abord parce que c'était compliqué à organiser. Et je remercie celles et ceux qui sont restés dans la salle de nous avoir donné un coup de main. Quand on parle de mobilité, il y a toujours près de nous Anne-Marie Drac, Clément Beaune, François Durovray et quelques-uns qui nous ont beaucoup aidés. Parce que notre démarche n'a pas été comprise par le ministère des Finances, qui pensait qu'on voulait plus de sous, alors qu'en fait on voulait plus partager. Donc ça a été un tournant parce que ça a été enfin la prise de conscience du partage. Et c'est après, effectivement, ce que Thierry rappelait, c'est seulement après qu'on l'a mis en place, mais ça a été pensé là. On partage la route, on partage les usages, on partage les recettes. Et ça a été un vrai tournant parce qu'il y a quelques années auparavant, on pensait que c'était des nouvelles recettes carbonées qui allaient nous sortir de l'impasse financière. Et depuis, on a découvert que c'était le partage de la richesse créée par la route, de l'économie, de la rencontre, qui permet de financer les mobilités. Donc ça a été un gros boulot. Merci à celles et ceux qui nous ont aidés. Mais ça a été un vrai tournant parce qu'on a changé la façon de penser le financement des mobilités. Virginie, la recherche d'efficacité et de sobriété, a-t-elle aussi joué un rôle de financement du système de mobilité, comme on disait, mais sous quelle forme ? Alors déjà, on a rendu pas mal de pouvoir d'achat aux Français, en fait. On était sur des
sur des pratiques à l'époque qui faisaient que les Français étaient endettés très fortement pour l'achat de leurs véhicules, pour l'entretien de leurs véhicules, parce qu'on était sur un parc vieillissant qui coûtait de plus en plus d'argent à entretenir. Le partage de la voiture, ça permet aussi un renouvellement un peu différent, ça permet de partir sur de nouvelles technologies. Et puis, donc, on a retrouvé des leviers de financement de ce côté-là. Et puis, on a eu de la création d'emplois localement dans les territoires. On a eu de l'emploi de services qui s'est développé parce qu'au-delà du partage de la voiture individuelle, on a développé de nouveaux services de transport à la demande, de taxis collectifs qui on parle là de filières d'emploi localisées et indélocalisables. On a même travaillé en parallèle, on n'en parle pas beaucoup, mais sur l'usage des matières premières dans tout ce secteur de la mobilité. Et on a travaillé sur des filières d'économie circulaire dans la production des nouveaux véhicules. Et là encore, on a trouvé des ressources, et au niveau de l'État et au niveau des collectivités locales, pour réinvestir avec d'autres moyens dans ces infrastructures, dans ces véhicules, dans ces services. Il y a eu énormément d'innovations. Et pas que d'innovation technologique, d'innovation organisationnelle, d'innovation dans les politiques publiques associées. On a créé beaucoup de valeur ajoutée. Merci. Rodolphe, quels défis les acteurs publics et locaux ont-ils dû surmonter aussi pour mieux coordonner leurs efforts et s'assurer que les projets de mobilité profitent à tous, surtout dans les zones moins denses ? Alors, le vrai sujet, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était le sujet du partage. Voilà, on était, il y a 10 ans encore, je m'en rappelle, un peu chacun dans sa ligne de nage en se disant je vais créer mes infrastructures et mes services pour moi. Et c'était une époque où, notamment, les régions venaient de prendre la plénitude de leurs compétences d'autorité organisatrice. 6 ans après la loi d'orientation des mobilités, le Covid était passé, elles avaient enfin bénéficié à plein du financement du versement mobilité régional. Bon. Et on a dû leur dire, en fait, non. En fait, il faut que vous partagiez, il faut que vous parliez, il faut que vous conceviez ensemble, il faut que vous abandonniez un peu de ce qui vous représente. À l'époque, les régions adoraient mettre les logos sur les TER. Elles faisaient même disparaître le nom TER, ce qui perdait un peu les Français. Donc on a réappris le partage. Donc là aussi, les pouvoirs publics, l'État, les collectivités, les communes ont dû mettre en commun. Et en mettant en commun, ça veut dire qu'on abandonne une partie de ce qu'on avait construit. Mais on le met au service de tous. Ça a été vraiment le plus difficile. Abandonner une partie de ce qu'on avait patiemment construit pour le mettre au bénéfice de toutes et tous. J'entends une petite réaction de l'autre côté. Mathieu, au niveau local, comment les collectivités territoriales, donc comme la métropole de Lyon, ont pu intégrer les services comme les lignes de covoiturage, les cars express et autres solutions de mobilité partagée pour connecter les différents territoires et les flux de personnes donc qui ne s'arrêtent pas aux frontières administratives, etc. Vous qui travaillez pour les collectivités, est-ce que vous pouvez réagir à ce que notre intervenant a dit précédemment et aussi me dire comment tout ça a pu être intégré Alors nous, sur la métropole de Lyon, on avait un statut assez particulier qui avait justement été donné par la loi d'orientation des mobilités. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait créé ce qu'on appelait, ce qui s'appelle toujours Citral Mobilité, mais qui héritait en fait de l'ancien syndicat des transports et qui en fait avait perdu ce statut de syndicat pour être un véritable établissement public qui organisait la mobilité à l'échelle des territoires lyonnais. Donc c'est-à-dire un territoire beaucoup plus vaste, comme je l'ai dit tout à l'heure, que celui de la métropole de Lyon. Citral Mobilité, c'est plus de 260 communes, c'était en 2025 1,9 million d'habitants, donc c'était vraiment un territoire très large qui, comme je le disais, vous aviez Lyon, intramuros, avec son réseau TCL, de métro, de tram extrêmement dense. On avait massifié les investissements à ce moment-là pour créer de nombreuses lignes de tram. Et puis, il y avait aussi des territoires ruraux, réellement ruraux, au fin fond du département du Rhône, qui avait subsisté à la création de la métropole. Et donc, en fait, l'autorité organisatrice des territoires lyonnais, ce Citral Mobilité, il réunissait déjà tous ces acteurs-là, c'est-à-dire qu'on avait la métropole, mais également toutes les communautés de communes, qu'on ne va pas toutes citer ici, mais Corps, CCPO, etc., qui étaient rassemblées dans un seul et même établissement public et à cet établissement public, on avait déjà délégué en 2024 la compétence covoiturage, c'est-à-dire que toutes les collectivités s'étaient mises d'accord pour dire « Allez, on centralise ensemble vers cet acteur qu'est Citral Mobilité »
pour avoir un seul acteur à l'échelle du territoire. Et ça a permis justement de gommer ces frontières administratives. C'est-à-dire que l'habitant, la personne qui habitait à Vaugneray, qui est légèrement en dehors de la métropole, mais qui est tout proche, eh ben, en fait, il n'avait pas à réfléchir. On a fait le réseau unifié, justement, à l'échelle de cette métropole, un réseau unifié, un peu comme d'ailleurs il peut y avoir sur le réseau Île-de-France. Avant, c'était très segmenté, et on a permis à toute personne résidant dans ce territoire, qu'il soit ou non dans la métropole ou dans la communauté de communes d'à côté, d'avoir un abonnement unique, un titre unique, un réseau unique. Et toutes ces lignes de covoiturage, eh ben, elles étaient pensées entre les différents acteurs. Donc vraiment, on avait, je dirais, un cadre qui nous avait été donné. Et puis, on a su trouver des coopérations avec les autres collectivités. Moi, j'étais membre de ce qu'on appelait le SMT-AML, qui est le syndicat mixte des transports de l'aire métropolitaine lyonnaise, c'est-à-dire plus large que Citral Mobilité. On réunit aussi Saint-Étienne Métropole et Vienne Condrieu Agglomération pour vraiment toucher tous les territoires et l'aire d'attraction, ce que les urbanistes appellent vraiment l'aire métropolitaine lyonnaise, et réfléchir justement sur Saint-Étienne-Lyon, qui était la ligne TER la plus chargée de France hors Paris, et réfléchir comment on allait justement déployer ce RER métropolitain, qui était un vrai défi, parce que on avait à raison abandonné la 45, qui était un projet de nouvelle autoroute, pour rabattre les financements justement sur l'amélioration de cette ligne TER qui était très compliquée. Et justement, il a fallu trouver des dialogues entre ces différentes collectivités, avec aussi la région et puis bien sûr avec l'État, parce que l'infrastructure du réseau ferré, qui était primordiale, c'était l'État qui devait y investir beaucoup d'argent. Merci. D'ailleurs, Thierry, quel type de partenariat et de collaboration publique-privée ont été développés donc, ces 10 dernières années, entre 2025 et 2035, pour renforcer l'offre de transport et favoriser une approche intégrée de la mobilité? Il y a plusieurs catégories de collaboration. Il y a celle que je qualifierais de contractuelle, où vous avez, après une période où il y a eu ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 2010-2015, les contrats de partenariat public-privé, d'autres formes de contrats associant le privé et le public, des entreprises privées, pour essayer justement d'assurer la maîtrise d'ouvrage de ces objets complexes qui associent à la fois de l'investissement lourd sur des infrastructures, mais également du soft sur la capacité pour développer des services. Donc ça a été un élément qui est venu au service, en complément de la capacité d'agir des acteurs publics, que sont les collectivités locales et l'État. Et puis il y a une autre forme d'intervention publique qui renvoie finalement à la version un peu de société qu'il y avait derrière le développement du covoiturage. Le covoiturage, c'est l'opposé du vivre sur soi, reclus dans sa cellule familiale ou individuelle. Ça veut dire être ouvert vers l'autre, ouvert vers le collectif. Et là, il y a eu de nombreuses associations qui ont joué un rôle important. Et notamment, je pense qu'indépendamment de la question financière, qui a été un levier majeur en aidant certains à basculer d'un véhicule thermique vers un véhicule électrique, à condition qu'ils jouent le jeu, encore fallait-il que les gens aient envie d'aller vers ce service-là. Et notamment pour tous les territoires peu denses, il y a eu à travers cette organisation de la société civile un vrai plus. Sans cela, je crois qu'on aurait eu du mal à avancer dans cette direction. Merci. Merci à vous quatre de m'avoir accueilli dans le futur. Vraiment, j'étais ravie de vous retrouver. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2025. Je vais devoir vous laisser pour retrouver les personnes avec qui j'étais lors de l'événement d'ECOV en 2025. Donc, je risque de prendre quelques minutes, Thomas. Donc, si tu veux prendre le relais, parce que je vais faire un petit tour pour regarder un peu aussi l'impact que ça a sur les villes et sur les petites villes et les infrastructures. Et puis, apparemment, j'ai entendu dire que ça s'était aussi beaucoup reverdi les espaces publics. Donc, je vais aller boire un café et je vous retrouve en 2025 tout à l'heure. À tout à l'heure.